Bienvenue au 4e épisode du H2H Academy Podcast. Mon nom est Nicolas Aubin. Encore une fois, je serai en présence de mon associé, mon partner, Pierre-Luc Murray, pour te parler cette fois-ci d'un sujet assez tranché, assez important pour les entrepreneurs, les travailleurs autonomes qui se lancent pour une première fois dans le monde de la business et qui sont en démarrage. Aujourd'hui, on veut te donner des conseils, des trucs pour t'éviter de t'endetter quand tu te lances dans une entreprise, pour t'éviter de faire des graves erreurs qui pourraient, te coûter ton entreprise au complet. Puis on te montre comment faire tout ça sans te brûler, sans travailler 80 heures par semaine. On se voit de l'autre côté. Donc, ce matin, au 4e épisode de H2H Academy Podcast, on va adresser un sujet qui va fort probablement dans le sens inverse de ce que tu entends un peu partout, ces médias sociaux, par ton beau-frère, ton père, ton oncle, bref, des gens qui sont en business et qui te donnent des conseils. Puis nous, on veut mettre carte sur table, on veut te donner notre point de vue, puis ce qu'on croit qui est réellement la meilleure chose à faire pour te lancer en business. Donc, on fait ça pour le bien de ton entreprise, on fait ça pour te mettre en garde. On veut t'éviter justement de prendre des fois ce qui paraît être des raccourcis, mais qui ne le sont pas réellement. Puis des gens qui vont t'offrir mille et une offres de services pour t'aider à lancer ton entreprise, mais qui souvent va plus te diriger droit dans le mur, si on dit ça comme ça, pour être bien honnête avec vous ce matin. Donc, comment avoir un démarrage du tonnerre dans ta business, ça va être notre sujet aujourd'hui, PL. J'avais bien hâte d'en parler. Je sais pas pour toi, là, mais moi, je trouve que c'est un sujet qui était... j'ai tout le temps ça sur le bout de la langue. Là. Exact. Puis, tu sais, la réalité, c'est qu'on en a parti plus qu'une des business. Là, moi, je suis rendu à 6 de parties. Donc, il y a vraiment une chose qu'on sait, c'est que les erreurs qu'on a faites dans le passé, on les reproduira pas deux fois. Puis, quand on voit des gens advertiser les erreurs qu'on a faites, puis proposer ça à de nouveaux entrepreneurs, puis constamment les apporter dans le gouffre, moi, aujourd'hui, je suis hyper motivé, puis de rentrer dans le granulaire, puis de c'est quoi les erreurs qu'il faut pas faire, c'est quoi les enjeux, c'est quoi toutes les tangentes qui doivent être prises pour avoir un maximum de chances de réussir dans son entreprise. Donc, effectivement, moi, je suis extrêmement excité à l'idée de faire ce podcast-là. Puis comme tu as dit, on l'a vu sur Entrepreneur Québec, là, qui est un groupe Facebook que tu crées beaucoup de contenu, la polarisation par rapport aux positions qu'on prend là-dessus, ça fait friser bien des gens, puis je pense que c'est le bon moment qu'on l'adresse dans un podcast de long en large pour expliquer notre position, puis c'est quoi qui est campé, quelle est la théorie qui est campée derrière cette position-là. Puis, je pense que, tu sais, il y a beaucoup de gens, justement, qui sont offusqués, peut-être, quand on apporte certains de ces points-là qu'on va vous mentionner aujourd'hui. C'est un peu normal. Tu sais, moi, tu sais, j'ai enseigné au CFP des Riverains à Repentigny, puis je donnais le cours de lancement d'entreprise. Je pense que j'ai lancé 5 ou 6 cohortes avec le CFP des Riverains en lancement d'entreprise. Puis, tu sais, j'étais pas super à l'aise de donner ce cours-là, pour être 100% transparent avec toi, parce que les outils qui sont donnés à l'intérieur de ce cours-là ne vont pas apporter à terme ces projets-là. Il y en a qui, ok, oui, ils ont réussi peut-être des petits projets vraiment simples, vraiment faciles, où est-ce que la demande est tellement grande, dont des garderies. Tu sais, je le voyais souvent, là, des gens qui se lançaient une garderie, on s'entend, la demande est tellement grande dans une garderie, tu lances ça demain matin, t'es plein. Tu sais. T'as pas besoin de savoir comment générer de la clientèle parce qu'elle va venir à toi, no matter what, peu importe les erreurs que tu vas faire, tu vas être capable d'avoir une clientèle. Mais je voyais des gens avec des projets comme lancer un restaurant, partir une boutique en ligne, puis on donne pas des outils assez concrets pour aider ces gens-là, voire même on leur donne des outils qui vont les envoyer complètement à l'opposé. Donc, ils vont faire en sorte qu'ils vont se péter à la gueule parce qu'ils croient dur comme fer que, on va en parler tantôt, mais qu'un plan d'affaires en bonne et due forme va leur sauver la vie. Mais c'est pas le cas. Fait que ce matin, moi aussi, je trouve que c'est vraiment le bon timing aussi pour parler de ça. Il y a des gens qui se lancent en business de plus en plus en ce moment, on le voit. Je pense que c'est un peu du fait que l'inflation fait rage puis que le monde sont tannés d'être salariés parce que les salaires n'augmentent pas, ils suivent pas le coût de la vie. Puis on veut se lancer à notre compte, on veut générer notre propre salaire, mais Chris, il faut faire de l'argent. C'est important quand on part en business d'être rentable. Fait que si on commence avec ça, pourquoi est-ce que c'est important justement d'avoir un bon démarrage? Parce que quand tu te lances, tes premiers 12 mois sont, selon moi, les plus importants dans ta business. C'est ceux qui vont dicter si tu vas réussir ou tu vas pas réussir. Fait que selon toi, PL, pourquoi c'est important d'avoir un bon démarrage d'une business?
Parce que c'est le facteur décisif si tu vas rester en business ou si tu vas retourner salarié. La réalité, on voit beaucoup de gens qui se lancent en affaires puis qui s'endettent pour se lancer en affaires. Donc, ils vont loader les cartes de crédit, les marges de crédit, puis rapidement vont tomber découragés. Donc, la réalité, c'est que si tu veux, pourquoi c'est important, c'est que si tu décolles pas bien, tu vas pas être capable de traverser même les premiers mois. Là. Puis on le voit, il y en a même qui vont faire des investissements majeurs au départ, puis qui vont se mettre dans l'eau chaude tout de suite, puis qui seront pas capables de décoller. T'as été fin, t'as dit juste les cartes de crédit puis les marges de crédit, mais Chris, on voit du monde mettre leur maison en jeu sur ça, puis perdre leur maison, perdre absolument tout ce qu'il y avait. Là. Fait que ça peut être pire que ça. Là. La gestion du risque peut être démesurée. J'ai rencontré des gens qui avaient mis tout leur fonds de pension sur un projet avec 0 vente en 3 ans ou 4 ans. Genre, fuck all. Rien du tout. Fait qu'à un moment donné, c'est important d'avoir un bon démarrage pour ça, pour se protéger. Deuxième point, c'est que si ça marche pas bien, ton démarrage, ta carte de crédit mentale, c'est elle qui va te faire sauter. La dépression auprès des entrepreneurs, c'est un sujet des plus tabous. On n'en parle pratiquement pas. T'as raison. Mais on n'en a pas de filet de sécurité, nous autres. Il n'y a rien qui nous tient en arrière. Si on tombe, on se pète la gueule. Alors qu'au public, là, quand tu rentres le gouvernement, tu vas voir le docteur, il te signe un petit papier, t'es 9 mois, 10 mois, 20, 1 an et demi arrêté parce que tu fais le pas. Quand t'es entrepreneur, ça n'existe pas. Fait que pourquoi c'est important d'avoir un bon démarrage? Pour protéger ta tête, protéger ton mindset. Pour moi, ça, c'est un des plus importants aussi. Puis tu l'as mentionné initialement, ce qui arrive, c'est que les gens vont retourner à salaire s'ils n'arrivent pas à réussir dans leur première année parce que des fois, ils ont un gros lifestyle déjà avec leur emploi qu'ils ont à l'heure actuelle. Ils se lancent en affaires, puis les revenus ne sont pas les mêmes, donc ils s'endettent, puis là, ben justement, carte de crédit mentale, t'es dépressif parce que ça va pas bien, t'as plus d'argent, t'es pas capable de garder le lifestyle que t'avais, puis qu'est-ce qui arrive? T'as pas le choix de retourner salarié. T'sais, ton filet de sécurité, c'est ça, c'est ton seul et unique dans le fond, c'est de savoir que tu vas retourner sur le marché du travail puis que tu vas avoir un job, mais t'es brûlé là. Tu viens de passer à travers une année du calvaire, essayer de te lancer à ton compte, essayer plein d'affaires, peut-être faire des 60-80 heures par semaine, puis là, t'as pas de temps pour te reposer, t'as pas justement de montant qui t'est alloué pour dire « Hey, gars, ça va pas bien, repose-toi chez vous », justement, comme que c'est dans le système salarié. Fait que ça, c'est un risque qui est, honnêtement, difficile à... Comment je dirais ça? À accepter. Que tu t'en vas te lancer en business, que ça peut aller mal, que tu peux te péter la gueule. Fait que oui, le premier 12 mois, il est crucial parce que c'est lui qui disait que si tu as l'énergie, tu as les fonds, tu as le cash flow dans ton entreprise pour continuer ou sinon, mais Chris, pas le choix de mettre la clé dans la porte parce que demain matin, je mange pas là, si j'arrête pas de faire ça. Fait que demain, tu as un choix à prendre sur ça. Ah, exact. Puis tu sais, d'autres choses, c'est que souvent, on voit ça, des hommes ou des femmes qui partent des entreprises, puis souvent, c'est eux les revenus familiales. Fait que, tu sais, encore plus, c'est pas juste ta personne qui prend un risque, c'est toute ta famille qui prend un risque. Puis encore une fois, ça, c'est une tangente qui a changé beaucoup. Depuis que j'ai une famille, la responsabilité d'apporter des sous à la maison a jamais été aussi importante. T'sais. J'aime bien le terme, provide for your family. Là. Pour moi, ça fait tout son sens. Fait que pour moi, c'est important que tu aies un bon démarrage, puis qu'on t'enligne comme il faut aujourd'hui, parce que c'est pas nice de se planter puis de faire planter ta famille en même temps. Ouais, puis tu sais, il y a peut-être des gens qui écoutent ça puis qui ont connu déjà une première année de merde puis qui en ont vécu des erreurs puis qui ont réussi à se relever les manches. Puis pour vrai, congrats, parce qu'on est passé par là, nous autres aussi. Là, on en a fait des tonnes d'erreurs, on en a perdu de l'argent. On était proche de en tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé de faire fuck that. Si je m'en vais travailler, je suis tanné d'être entrepreneur. Puis Chris, ça nous arrive plus souvent qu'autrement. Là, on les vit les up and down, mais on est habitué, on connaît la chanson, puis on sait qu'en continuant à travailler, puis en faisant les bonnes choses, ça va finir par payer. Mais j'ai bien dit en faisant les bonnes choses. Parce qu'il y a des gens qui continuent, mais en faisant les mauvaises choses. Puis qu'ils espèrent un jour avoir des résultats, mais quand tu fais pas les bonnes choses, ben veux pas, ça va être tough d'avoir des résultats un jour. T'as bien beau être la personne la plus résiliente au monde, avoir les reins solides au niveau mental, puis dire moi je m'en fous, je continue, mais t'as bien beau avoir les reins solides au niveau mental, mais au niveau monétaire, quelque part, ça va te rattraper. Un jour ou l'autre, si ta business va pas bien, ben toi non plus, ça ira pas bien là, au niveau monétaire. Puis, tu sais, la réalité aussi, pourquoi on commence le podcast avec un sujet, tu sais, qui est comme un peu alarmiste, parce que la statistique exhaustive et probante, c'est que 80 à 90% des business ne traversent pas les premières 5 années. So, maintenant,
qu'est-ce que tu peux faire pour mettre toutes les chances de ton côté pour pas planter puis pour pas fermer pour diverses raisons? Ben, c'est la raison pour laquelle on va se parler aujourd'hui. Puis qu'on va rentrer dans le granulaire, puis on va parler des bons investissements puis des bons moves à faire pour réduire les risques. Exact. Pourquoi? Parce qu'on l'a fait. On l'a fait de long en large. Dans les 15 dernières années, on a fait des erreurs puis des bons coups. Puis aujourd'hui, je suis content de pouvoir dire, OK, ça c'était pas bon, ça c'était bon. Puis aujourd'hui, c'est drôle parce qu'à chaque fois qu'on repart une nouvelle business, il me semble que c'est toujours plus facile. Un petit peu plus le fun. Un petit peu plus le fun à chaque fois. La dernière business, ça a pris 3 mois de être rentable pour se payer déjà des dividendes. T'sais. Alors que la première, mon Dieu, c'est pas pour rien que j'ai perdu mes cheveux. Là. Je m'en souviens, je faisais ma comptabilité puis mes cheveux tombaient dans mes livres de comptabilité. Aujourd'hui, on se sent en contrôle, on sait quoi faire. Mais toutes les erreurs qu'on a faites, on a appris à les corriger puis à poser les bonnes actions aujourd'hui. Non, puis, tu sais, je rentrerais dans c'est quoi justement un bon démarrage 0 à 12 mois? De quoi ça peut avoir l'air? Parce que là, on est comme, faut que tu fasses de l'argent dans tes premières années, faut que tu sois rentable, faut pas que tu... Mais c'est quoi, logiquement, sur papier, ou voire même, un bon démarrage 0 à 12 mois? Ça commence par quoi? Ben, tu sais, là, le point qui est super important ici, c'est qu'on s'adresse aux PME, OK? Tu sais, là, notre objectif aujourd'hui, c'est pas de définir c'est quoi les best practices pour lancer une business qui va être cotée en bourse ou une innovation exceptionnelle comme un Tesla numéro 2, là, OK? Qu'on s'entende, ça s'adresse aux propriétaires de PME qui veulent starter des petites et moyennes entreprises. Alors, dans une PME, le premier point, c'est est-ce que tu as une preuve de concept? Est-ce que ça marche, ce que tu proposes? Est-ce que c'est dans ta tête que c'est hot? Ou est-ce que c'est vraiment hot pour vrai? Ça, là, c'est le point numéro 1. Major point pour vrai, parce que on voit tellement de gens arriver, j'ai l'idée du siècle, puis hey, moi-même, c'est qu'avant, là, tu le sais, là, j'étais tout le temps, hey PL, ça pourrait être nice, tu sais, puis depuis qu'on travaille ensemble, j'ai tout le temps apporté des idées à gauche à droite, puis j'en ai apporté des mauvaises, là, puis vraiment des mauvaises. Puis une chance que t'étais là, des fois, pour me dire, Nick, c'est pas ta meilleure, celle-là, tu sais, je pense qu'on va la mettre de côté, puis qu'on partira pas de business de même. Mais c'est bon d'avoir la créativité, c'est bon de réfléchir à des idées constamment, mais ce qui est important, tu l'as bien mentionné, c'est d'avoir la preuve. Est-ce qu'il y a une demande pour ça dans la société? Puis ça, il faut le tester, il faut avoir des preuves, il faut être capable de mesurer ça, voire même. Puis ça va nous apporter un point qu'on va jaser plus tard, mais tu sais, on réinvente rarement la roue, là, tu sais, d'inventer un gugus qui va, je sais pas moi, faire le ménage puis pousser les murs à ta place. Ça se peut que ça pogne pas quand tu lances ça, parce qu'il y a personne qui est conscient de comment ça va les aider, versus, je sais pas moi, si tu veux vendre de la tonte de gazon, on le sait que tout le monde a besoin de tonte de gazon, là. Been there, done that, t'as de la business à faire là-dedans. Fait que, tu sais, cet aspect-là, est-ce que la demande est réelle dans la société? Est-ce que si je vais cogner une porte puis je demande à une dizaine de personnes, je suis capable de faire une vente puis d'avoir quelqu'un qui va me dire oui, c'est intéressant ce que tu fais à l'heure actuelle, ou le contraire. Puis fais attention, ta famille et tes amis ils peuvent te dire que c'est intéressant mais que ça l'est pas pantoute. Fait que ça, c'est un bon point. C'est justement mon point. Si maman dit que c'est une bonne idée, c'est parce qu'elle t'aime. Fais attention. Va voir un inconnu puis va tester. Fait que ça, pour moi, c'est le premier point. Le deuxième point, est-ce que c'est rentable? Est-ce que tu génères suffisamment de marge pour payer quelqu'un, te payer toi, puis éminemment acheter de l'équipement ou bien des outils nécessaires pour générer de la croissance? Ça génère-tu du cash? Parce qu'il y a des business qui marchent, mais ils font pas d'argent. J'ai eu une business où est-ce que je faisais 90% de marge brute, puis je faisais pas d'argent. Fait qu'à un moment donné, il faut faire attention au pourcentage parce qu'en valeur absolue, ça peut changer la donne. Fait que est-ce que tu es capable de générer suffisamment de cash pour réinvestir dans ton entreprise, créer de la croissance, puis payer des gens? Parce qu'on voit beaucoup ça, là, des travailleurs autonomes qui chargent le prix que juste eux peuvent se payer. Ils pourront jamais faire une entreprise avec ça parce qu'au moment qu'ils vont mettre quelqu'un d'autre, ils vont être déficitaires. Exact. Parce qu'il faut qu'ils paient le salaire, des DAS, des assurances, puis blablabla. Fait qu'ultimement, ils vont être dans le rouge. Fait que ça, c'est le deuxième point. Honnêtement, dans les 12 premiers mois, tu as une preuve de concept, tu génères du cash. Troisième point, es-tu stable dans tes ventes?
C'est-tu genre un roller coaster, ça marche juste au mois de mars parce que c'est le début du printemps, puis après ça, il n'y a plus rien qui se passe? C'est-tu ça ta business? Si oui, ça marche pas. Ça va pas. Faut que tu analyses ce point-là. T'sais. Si tu as trop de variations des ventes, c'est difficile sur le cash flow. Ça prend du financement. Puis dans les 2 premières années d'une business, personne ne veut te passer de l'argent. Ils veulent pas te toucher avec une perche de 100 pieds. Ouais, d'avoir une stabilité financière dans ton compte de banque puis de démontrer que tu génères des revenus de façon sensiblement constante va t'aider énormément justement, que ce soit à faire de l'investissement plus tard dans ton entreprise, à toi-même t'acheter, je sais pas, une maison ou peu importe, veux pas, ton entreprise devient ta source de revenus. Donc, c'est important d'avoir cette stabilité-là au niveau des ventes. Tu sais, moi, je dirais même, faut être capable de faire ces ventes-là parce que c'est beau que tu as une business saisonnière, puis il y en a qui roulent super bien avec des business saisonnières de mars à octobre, puis là, j'en vois des business saisonnières, ils n'ont pas fini encore tellement qu'il il fait beau dehors en novembre 2022. Fait que tu sais, ils ont une belle saison, mais la réalité, c'est que la business saisonnière a fait son cash des fois pour l'année au complet. Puis ça, c'est normal, c'est part of the game. Mais est-ce que toi, tu es capable de, quand tu vas voir des clients ou quand tu rencontres des clients, de te dire, ben, je vends de façon quand même stable. Je sais que je suis capable de rapporter des revenus dans mon entreprise. J'ai pas besoin de faire des pieds et des mains à chaque fois pour aller chercher un client puis de me casser la tête. Parce que quand les ventes sont hasardeuses, quand tu n'es pas sûr d'en faire une ou de ne pas en faire, ça fait en sorte que tu peux pas calculer, hey, je vais embaucher une personne pour faire tel rôle, je vais acheter tel équipement pour être plus rentable, plus profitable dans ma business. Alors que du moment que tu as une stabilité, ben, tu as une preuve que ça fonctionne ce que tu fais, puis que tu es capable de le répéter, puis de le répéter, puis de le répéter. Puis d'ailleurs, on va en parler tantôt, mais c'est là qu'on peut commencer à faire des investissements, quand on a une stabilité, puis qu'on sait qu'on est capable de répliquer, puis de répliquer ces revenus-là. Parce qu'avant ça, puis ce qui est l'erreur de beaucoup de monde, quand tu investis, mais tu n'as pas encore eu de preuve que ça a fonctionné, beaucoup plus à risque de faire des investissements par la suite. Fait que oui, d'avoir une stabilité au niveau des ventes dans ta première année, ça devrait être ton objectif pour te permettre justement d'année 2, ben, quelle est ma croissance, qu'est-ce que je vais faire de plus pour amener mon entreprise au next level maintenant que je sais que ça, je sais pas moi, ça peut être, j'ai fait 100 000 dans mon année, je le sais, c'était constant, ou j'ai fait 150 dans mon année, ça a été constant, je sais que là, je peux scaler encore plus. Ça prend cette stabilité-là. Puis, c'est ça. Puis, tu sais, comme vous avez remarqué, on met l'emphase sur les ventes et le développement des affaires. Puis on s'adresse, comme je dis, aux PME. C'est sûr que si vous êtes en train de breveter une innovation technologique, c'est fait en Chine puis qu'il y a un délai incommensurable avant de commencer l'entreprise, c'est sûr que ça s'adresse un peu moins à vous aujourd'hui. Puis si vous devez investir 500 000 avant de commencer, ça se peut que ça s'adresse un peu moins à vous. Nous, on s'adresse à des entrepreneurs qui lancent une business from scratch puis que la semaine prochaine, ils peuvent générer du revenu. Puis c'est ces gens-là qui ne réinventent pas la roue, mais qui créent des entreprises prospères puis qui créent de l'emploi. Puis c'est vraiment ce secteur-là qui crée le plus d'emplois au Québec. Alors, c'est à eux qu'on s'adresse aujourd'hui. Donc, le dernier point pour avoir le bon départ, c'est que tu as les ventes, tu as le cash, tu as une preuve de concept. Maintenant, es-tu capable de protéger ta tête? Tu sais, là, ça fait 2 fois qu'on en parle, là, mais pour nous, ça, là, c'est le plus important parce que quand la marde pogne, tu as besoin d'avoir toute ta tête puis d'être capable de prendre des décisions rationnelles et non émotives puis d'être capable de foncer dans le tas puis d'être capable d'affronter les tempêtes. Une pandémie, une récession, un fournisseur qui coupe ton compte parce qu'il fait faillite. C'est toutes des choses qu'un entrepreneur peut rencontrer puis qu'on a rencontré dans les derniers mois, dans les dernières années. Donc, il faut être capable de ne pas s'épuiser puis être capable de se préserver pour contribuer à avoir un bon départ. Ah, c'est la guerre, la business. Là. Tu sais jamais qu'est-ce qui va t'arriver. Tu sais jamais la roche qui peut te tomber d'en face. La réalité, c'est que si t'es pas solide mentalement, ben ça va être dur de passer à travers toutes ces péripéties-là parce que malgré des ventes stables, malgré une bonne équipe, malgré une demande sur le marché, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver malheureusement. Parce que si on le savait, tout le monde serait en business. Hein, si on savait que c'était un straight line puis on s'en va direct par là, sans intempéries, sans problème, mais c'est sûr que tout le monde ferait comme c'est facile de faire la business, mais aller là-dedans, ça a l'air payant. Mais la réalité, c'est que ce défi-là mental, c'est le plus gros selon moi pour l'entrepreneur. Parce que on a beau avoir
plein de ressources, plein d'outils, des bonnes personnes autour de nous, mais si nous, on n'est pas capable de nous aider nous-mêmes, puis d'être notre premier support, parce qu'on est toujours notre premier support. Il n'y a personne là à côté quand on est en business pour dire « Hey, good job, hey, fais ci, hey, travaille sur ça ». On n'en a pas de gens comme ça à tous les jours qui est là en arrière de nous pour nous aider. Fait que si on n'est pas capable nous-mêmes de se supporter, ben malheureusement, ça fait en sorte que quand on a des up and down, ben souvent on reste dans le down pas mal plus longtemps que dans le up. Fait que ça, ah, exactement. Puis tu sais, moi, là, honnêtement, j'ai un budget qui est clairement attribué. Là. Ça va faire 8 ans que je vois une psychologue à toutes les 2 semaines. Et c'est l'endroit où est-ce que je sors ma vapeur. Tu sais, quand ça me sort 10 pieds par les oreilles chaque bord parce que je sais plus quoi faire, j'ai au moins un espace pour aller ventiler puis prendre soin de moi. Puis c'est ça que je veux dire par préservez-vous puis protégez-vous. Puis moi, là, ça fait partie de mon budget puis ça va toujours être là. Puis j'ai juste peur qu'elle prenne sa retraite parce que je m'entends bien avec elle, tu sais. Fait qu'ultimement, pour moi, ça, c'est vraiment important. très bon point. Fait que voilà. Maintenant, ça nous amène à notre point numéro 3. C'est quoi les enjeux les plus importants dans la première année? C'est quoi les actions que vous devez prendre pour pas, ou du moins éviter le plus possible de vous planter? Bon, il y a une chose là qu'il faut qu'on adresse là-dessus en partant. Puis qui est tabou pour ben du monde, c'est qu'on n'est pas capable de faire la différence entre une bonne dette et une mauvaise dette. Puis ça, pour vrai, c'est un facteur qui est important en tant qu'entrepreneur à développer cette compétence-là de contrôler le coût d'opportunité puis le coût de renonciation qu'on a à acheter quelque chose, faire un investissement. Peu importe c'est qu'est-ce qu'on veut acheter. Est-ce que c'est une bonne dette ou c'est une mauvaise dette? Puis on va en nommer beaucoup tantôt justement des mauvais types d'investissements, des choses que, d'ailleurs, des choses que des membres de notre groupe H2H Academy, les Top Closers sur Facebook, des membres nous ont mentionné c'était quoi les pires investissements qu'ils avaient fait, les pires erreurs qu'ils avaient faites par rapport à ça, par rapport à l'endettement en business, puis on va en mentionner, mais il faut être capable de soulever qu'est-ce qu'une bonne dette et qu'est-ce qu'une mauvaise dette, parce que sans ça, on va investir à gauche, à droite, sans jamais comprendre réellement, j'ai-tu un retour? Je vais-tu avoir des revenus qui vont venir de cet investissement-là? Puis c'est là que ça devient compliqué là, au début. On sait pas qu'est-ce qui va être bon puis qu'est-ce qui va pas être bon. Parce qu'on se fait... Comment je pourrais dire ça? On se fait bullshiter. On se fait bullshiter par beaucoup de monde qui essaie de nous vendre une offre de service, que ce soit, puis désolé pour ceux et celles qui vendent du web, mais quand tu as quelqu'un qui part en entreprise puis tu suggères de mettre 15 000 $, 20 000 $ de budget marketing alors qu'il n'a rien vendu encore, c'est pas cool. Tu aides pas ton client. Ça, c'est une mauvaise dette pour lui qu'il va prendre dans sa première année. Fait que, ce point-là est méga important. Tu sais, puis maintenant, c'est quoi une bonne dette, c'est quoi une mauvaise dette, t'sais? En début de business, ta réflexion sur un endettement ou sur un investissement, parce que je préfère le mot investissement. À partir du moment que c'est un investissement, c'est une bonne dette. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un retour sur investissement. Tu sais, si tu achètes une machine qui va produire ta job, qui la fait faire 2 fois plus rapidement, ça sous-tend que tu vas faire 2 fois plus de ventes, ou tu vas produire 2 fois plus vite tes ventes ou ta production. C'est un bon investissement. Tu es un gars dans la construction, tu achètes un pick-up à 125 000, un beau RAM flambant neuf pour le faire lettrer et t'accompagner. Est-ce que ça gère du retour sur investissement? Hell no. C'est une mauvaise dette. C'est une dette qui va coûter cher en 5 grammes sur le cash flow. Tu sais, un pick-up tout rouillé là, pour faire de la toiture, ça marche pareil. C'est le temps que tu vois que tu es capable de faire tes premières ventes. Fait qu'il faut se poser la question, est-ce que l'investissement que je pose pour mon entreprise, elle génère du revenu ou elle me génère des dépenses? Puis tu sais, là, tout le monde dit, ouais, mais faut avoir, faut look good, faut avoir de l'air professionnel. Oui, dans une certaine mesure, mais t'as pas besoin du pick-up à 125 000. Ouais. Là, il y a d'autres exemples, il y en a une panoplie des exemples. Mais pose-toi la question, est-ce que je génère un retour en mettant de l'argent, en investissant de l'argent? Et c'est là, ça va définir si c'est une bonne dette ou si c'est une mauvaise dette. Et moi, je veux lever un flag là-dessus, PL, parce que on apprend aux gens à vendre du retour sur investissement, right? OK? Ça veut pas dire que parce que quelqu'un t'arrive avec quelque chose puis te dit que ça, c'est un investissement dans ta business, que ce l'est nécessairement. Comme je mentionnais tantôt, faut être capable de voir c'est quoi le coût d'opportunité, le retour que tu es capable d'aller chercher de ça.
faut que tu vois qu'est-ce que ça va te coûter de l'autre côté d'acheter ça. C'est quoi à quoi tu renonces, là, tu sais, quand tu fais un achat pour justement un pick-up à 125 000, ok, c'est quoi ton opportunité? Hey, tu look good en tabarnak. À quoi tu renonces? Ben, sacrément 85 000 que tu aurais pu avoir dans ton compte peut-être là, au bout de 2-3 ans, au lieu de le mettre sur un pick-up. Puis ce 85 000-là, tu aurais pu faire quoi avec? Ben, peut-être embaucher plus d'employés pour faire plus de jobs, pour faire plus d'argent. Peut-être tout simplement mettre de la publicité pour aller chercher plus de clients, peu importe. Ça reste que c'est pas parce qu'on te dit que c'est un investissement que ça n'est un nécessairement. Fait qu'il faut... Que c'est le meilleur. Ouais, faut être alerte sur ça. Tu sais, je veux dire, les gens en marketing sont très bons. Hein? By the way, là, je vous lève tout mon chapeau à tout le monde en marketing parce qu'on est formé dans le marketing à c'est qu'est-ce qui est bon, comment mettre de la valeur, comment apporter les bons mots, veux pas. Le marketing, c'est un aspect de capter l'attention des gens. Mais ça reste que c'est pas tout type de marketing qui est bon pour toi en démarrant ta business. C'est pas parce qu'on te dit que tu as besoin d'un site web à 3500 que tu as besoin d'un site web à 3500. Hein? Prends le temps justement de... Puis on va y venir à ça, mais prends le temps d'aller chercher peut-être des avis externes pour avoir tout le big picture. Ouais, il faut challenger des idées. T'sais. Puis d'ailleurs, ça vient avec le point suivant. T'sais. Entoure-toi des bonnes personnes. Et puis accepte l'aide si elle semble pertinente. T'sais? Parce qu'on voit ça des fois, des gens qui se lancent avec un ego démesuré puis qui veulent eux-mêmes commettre toutes les erreurs. Je comprends pas ces gens-là. Puis je les comprendrai jamais. Pourquoi tu acceptes volontairement de te fesser dans le mur toi-même, tu sais? Pourquoi tu tends pas la main à quelqu'un qui pourrait te donner un coup de pouce? Il y en a qui ont passé là avant toi, puis il y en a qui vont te le proposer gratuitement, juste de prendre un café puis de discuter, ça va te permettre de grandir. Fait que s'entourer des bonnes personnes, c'est vraiment un facteur clé de succès, puis honnêtement, je pense que toutes les deux dans notre vie, on peut dire qu'il y a des gens qui ont eu des impacts significatifs. T'sais, moi, c'est tous les anges financiers que j'ai eus qui ont changé ma vie d'entrepreneur forever. T'sais. C'est un impact qui va rester pendant les 30 prochaines années d'entrepreneuriat que je vais faire, sinon plus. Fait que, ouais. Moi, je pense que c'est un bon point parce que c'est important de s'entourer. Mais il y a des gens qui, dans leur entourage, en ont des personnes justement qui peuvent les aider. Mais il faut être curieux aussi parce que ça vient avec. T'as bien beau être entouré des bonnes personnes, mais si tu poses pas de questions et tu dis pas un mot, puis n'utilise pas ce réseau-là ou ces gens-là pour aller creuser, ben malheureusement, ils viendront pas te voir nécessairement pour dire hey, ok, ça c'est bon, ça. Tu sais, ils ont d'autres choses à faire probablement, ces gens-là, dans le day-to-day. Puis moi, je le répète souvent, tu sais, poser des questions, soyez curieux, hésitez, gosser le monde. Si la pire affaire qui va t'arriver, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te dire non, j'ai pas le temps. Non, désolé, je peux pas t'aider. Ça, c'est la pire des choses qui peut t'arriver quand tu vas vers des gens pour avoir de l'aide, pour poser des questions, pour avoir du support. Au pire, tu vas avoir un non. Puis c'est pas parce que tu as un nom qu'il faut que tu te fermes et que tu fasses comme ben là, j'irai plus voir personne, là, il y en a une qui m'a dit non. La réalité, c'est que quand on essaye justement d'aller chercher ces ressources-là, la plupart du temps, ben les entrepreneurs, les autres personnes justement à succès peut-être alentour de toi vont trouver que tu as de la drive. Ils vont dire hey, il veut, tu sais, il pose des questions, il a le goût que ça marche son projet, puis il est vraiment curieux. Puis moi, personnellement, ces gens-là, c'est eux que j'adore le plus aider, ceux qui sont curieux, qui posent des questions, qui veulent toujours savoir comment qu'on a fait ci, comment qu'on a fait ça. Ça démontre une intelligence que je veux aller plus vite. Je veux justement pas faire ces mêmes erreurs-là. Je veux aller chercher des raccourcis parce que oui, il y en a des raccourcis. Pas des raccourcis qui vont faire en sorte que ça va être facile, mais qu'au moins tu vas faire la bonne chose pour pas te péter la gueule. Ah, exact, tu sais. Puis, tu sais, l'autre affaire aussi que moi qui me fait capoter, là, puis là, je sais qu'on va en brusquer quelques-uns, là. Le plan d'affaires, là. C'est-tu vraiment utile la première année, là? Tu sais, puis là, encore une fois, là, on s'adresse aux propriétaires de PME, OK? On s'adresse pas à du monde qui font une affaire complètement fucked up, qui ont besoin de 5 millions de financement. Pour moi, le plan d'affaires, ça sert à aller chercher du financement, OK? En dehors de ça, là, ça sert uniquement à paralyser les gens à pas passer à l'action parce qu'ils cherchent la formule magique pour être capable de trouver la clé, la clé du secret de la caramilk, OK? Donc, honnêtement, pour moi, ça va juste engendrer que l'analyse paralyse puis ça les fait pas passer 100%. À l'action. OK? Pour l'avoir donné le cours de lancement d'entreprise où qu'est-ce qu'on fait en fait, c'est un plan d'affaires. C'est exactement ça. C'est 12 semaines en ligne. Je pense que c'est un 3 heures par semaine ou 6 heures par semaine si je me souviens bien. Puis tout ce qu'on fait, c'est qu'avec les étudiants, on monte un plan d'affaires. From scratch, là, tu sais, c'est comme, c'est quoi le nom de ta business? Quelles sont tes valeurs? Non. Puis tu sais, c'est correct. Ça, pour quelqu'un qui n'a jamais été en business,
il apprend à, OK, ben c'est ça la business, OK, ça a rapport avec mes valeurs. Il y a un bon fond dans un plan d'affaires, c'est-à-dire que tu apprends à te connaître toi pour peut-être trouver, ben justement, c'est qui mon client, est-ce que ça fit avec moi. Mais la réalité, c'est que ton plan d'affaires, 3 mois après, quand tu commences à travailler, tu le déchires en deux. C'est plus ça, la réalité, là. Ça sera pas comme tu l'as mis sur papier. Jamais, jamais, jamais. Je sais pas pour toi, mais Chris, j'en ai déjà fait, pas des plans d'affaires comme, justement, je faisais en lancement d'entreprise, mais j'ai déjà mis, OK, nos objectifs, qu'est-ce qu'on va faire? OK, ça va être notre clientèle, ça va être nos moyens marketing. Tu sais, j'ai déjà moi-même préparé un lancement sans faire un plan d'affaires complet, exhaustif de 34 pages. Mais à chaque fois, c'était pas ça. Ça s'est pas déroulé comme qu'on l'a mis sur papier. Ça s'est jamais déroulé comme on l'a mis sur papier. Fait que le meilleur plan d'affaires que tu peux faire, c'est celui que tu construis à tous les jours en faisant des erreurs, justement. Puis, oh, ça, j'ai fait ça, OK, ça n'a pas marché. Puis c'est vraiment un ongoing work. C'est pas parce que tu as fait le meilleur plan d'affaires au monde que ta business va bien fonctionner. Il n'y a aucune corrélation entre ces deux points-là, si tu veux mon avis personnel. Puis on va parler tantôt de c'est quoi les bonnes stratégies pour te lancer en business dans ta première année. Qu'est-ce que tu as besoin? Et tu vas voir que c'est crissement plus simple qu'un plan d'affaires. C'est beaucoup plus orienté sur tes objectifs que sur OK, ben là, il y a 32 000 personnes dans ma région, 62% sont des femmes, 34% ont 22 ans. Tu sais, tout ça, ça ne changera pas tes résultats à la fin de la journée. Puis on va te parler justement des solutions pour aller bâtir, en fait, faire ton lancement d'entreprise puis démarrer du bon pied. Puis tu vois, je veux faire du rebond là, ici parce que le plan d'affaires, quand il est trop défini, ça empêche les gens à sortir du carré de sable. Et donc, tu sais, ça se peut que tu perdes une opportunité qui est vraiment intéressante pour ton entreprise parce que tu t'en tiens trop au plan d'affaires. Donc, il faut faire attention à ce détail-là, selon moi. Tu sais, puis l'autre objectif derrière le plan d'affaires, c'est que je trouve que ça l'empêche la créativité de l'entrepreneur. Tu sais, les entrepreneurs sont ceux qui ont réinventé des choses, puis d'être obligé de suivre un plan trop clair, ça va te mettre un cône sur la tête, puis ça va t'empêcher d'aller développer la créativité que tu dois avoir pour pouvoir réussir. Tu l'as dit tantôt, ça paralyse complètement. Moi, je le voyais là, avec les étudiants, ils sortent de 12 semaines d'avoir monté tout ça, puis là, c'est le temps de faire quelque chose. Comment je fais un appel? Comment je contacte un client? Ben là, il aurait fallu qu'on en parle, mais je pouvais pas t'en parler. C'était pas ça dans mon cours qu'il fallait que je t'enseigne. Yeah. Fait que la réalité, c'est que t'es pas capable de passer à l'action avec un plan d'affaires. T'es jamais bien raide, là. Puis, tu sais, ce qu'on enseigne dans H2H Academy, c'est on va se développer un client cible. On va développer un processus de vente pour attaquer ce client cible-là. Puis on va frapper dessus jusqu'à temps que ça marche. Puis quand ça va marcher, on a une preuve de concept, on génère du cash, on a des ventes, on a de l'argent. Après ça, on grossira. On grossira après. Mais first step first, on va garder ça simple, puis on va garder ça le plus léger possible, ne générant le moins de coûts possible pour que ça fonctionne. Et c'est là qu'on amène nos propriétaires de PME à avoir du succès très rapidement. Parce qu'on ne s'éparpille pas dans toutes sortes de modèles d'affaires différents, dans toutes sortes de clientèles différentes. Alors, fuck le plan d'affaires, là. OK? Pognez ça, crissez ça au vidange, là. Concentrez-vous sur un client en particulier, puis assurez-vous de générer du cash avec cette niche-là. Puis quand vous allez avoir commencé à générer du cash, vous allez pouvoir ouvrir vos horizons puis apporter d'autres choses dans votre entreprise. Fait que là, tu peux pas servir tout le monde au début. Fait que là, tu rentres déjà dans mon point que je voulais apporter tantôt, justement, dans les solutions, mais c'est exactement ça que tu as mentionné, tu sais. On va le dire, là, alors qu'on est dedans, on ne fera pas attendre plus longtemps, mais on va vous parler des mauvais investissements après. Mais le client idéal, puis ton client cible, c'est la grosse base, là. Tu sais, à qui tu vas vendre ton offre de service, il va-tu être intéressé à acheter, à payer ce prix-là pour que, comment toi tu le vends? Est-ce que ça va faire du sens? Fait qu'en sachant à qui tu t'adresses concrètement, ben, tu es capable de dessiner pas mal de choses après. Comment tu vas leur parler, ça va être quoi ton message pour connecter avec ces gens-là, faire en sorte qu'ils démontrent de l'intérêt envers toi, ton produit, ton entreprise, ton service. Ensuite de ça, ben, tu vas avoir une approche pour aller les chercher concrètement, ces gens-là. Tu vas avoir une façon de connecter avec eux. On parle par le message, mais maintenant par le canal, ça va être quoi? C'est-tu au téléphone, c'est-tu au porte-à-porte? Ça va-tu être sur les médias sociaux que tu vas aller les rejoindre, ta clientèle? Ça va-tu être, je sais pas moi, dans
dans le bottin téléphonique, fais pas ça s'il te plaît, mais dans la réalité, il y a une façon avec laquelle tu vas aller targeter puis tu vas aller rejoindre ta clientèle, donc un moyen de prospection qui va fonctionner pour toi. Mais pour ça, tu as besoin de savoir à qui je parle là-bas. C'est qui mon client idéal, c'est qui va acheter mon produit et mon service. Puis finalement, tu l'as mentionné, ben, c'est le processus de vente. Une fois que tu es capable de justement savoir à qui tu t'adresses, comment tu vas chercher cette personne-là, comment tu fais pour lui piquer son intérêt pour faire en sorte qu'elle ait envie ou du moins qu'elle s'intéresse à ton produit, il faut que tu vendes, hein? Peu importe qu'est-ce que tu vends, il faut que tu sois capable d'y vendre et d'y faire dire oui. Puis c'est la portion la plus dure puisque souvent 99% des entrepreneurs négligent au début. Ils se disent, hey, si j'ai un bon marketing, si j'ai une bonne pub, si j'ai un beau site web, si j'ai des belles cartes d'affaires, le monde, ils vont me trouver crédible puis ils vont me dire oui. Yo, marchera pas. Non. Là, je vais péter ta bulle drette là, mais ça marchera pas. T'es pas tout seul dans ton milieu. T'es pas God Save Us All, là. T'arrives pas avec la solution miracle qui va régler tout. Il y a ton compétiteur qui fait ça depuis 15 ans à côté. Il y a la pub à la télé qui ont vu de notre compagnie. Il y a le petit gars du voisin qui... Tu sais, peu importe ton domaine, ton service, là, essaie de comprendre à quel point que t'es pas tout seul dans ton marché. Puis c'est pas parce que tu vas voir un client, c'est pas parce que tu vas lui expliquer ton service puis lui démontrer que t'es compétent pour le faire qu'il va te prendre. Parce que ça n'a aucun lien. La personne, pour qu'elle t'achète, faut qu'elle t'aime. Faut qu'elle t'achète toi. Ton service, ton prix, c'est pas important. Fait qu'il faut que tu aies un bon processus de vente pour te faire acheter toi. Puis ça, les entrepreneurs le négligent. Ils mettent beaucoup l'accent sur la business. Ils veulent vendre la business, le produit. Ma business est hot. Mon produit, c'est le meilleur. Il a gagné des prix. Non. Ma business, moi, j'ai tant d'employés. J'ai un beau truck, justement. Je suis lettré. Regardez mon site web. Ça te fera pas plus vendre. OK, peut-être tes références, tes amis, ta famille. Mais c'est pas ça qui va faire en sorte que tu aies un gros chiffre d'affaires, on va se le dire. Non, puis tu sais, puis l'ironie, là, puis là, peut-être encore une fois que personne va être d'accord, là, mais ça fait 10 ans que j'ai ma compagnie de système d'alarme, puis le site web, là, on s'en occupe pas. C'est même pas important. Ça rapporte tellement rien. C'est pas ça, c'est pas ça l'essence du succès dans un démarrage d'entreprise. Puis nous, on va pas parler de plan d'affaires. De toute façon, ça, c'est réglé. J'espère que c'est clair dans votre tête. On va parler de plan d'attaque. Client niche, il est où, il fait quoi, par où je communique, comment je communique, puis comment j'y vends. That's it. C'est ça, en tant que travailleur autonome, en tant que propriétaire d'entreprise qui démarre, ça devrait juste être ça, ta réflexion. Fuck le site web, les cartes d'affaires, t'as pas besoin de ça. Fais-toi une belle page Facebook avec ta belle face, là, ça va être assez. Honnêtement, les gens, ils vont pas te trouver sur le web, puis il va juste avoir des gens qui vont dire, faut que tu mettes beaucoup d'argent pour que les gens te voient, faut que tu payes de la publicité payante pour que les gens te voient. Il y a d'autres façons de le faire, comme nous on dit, au pic et appel, pour aller directement voir ces gens-là, de mettre tes efforts en avant-plan pour pouvoir aller rejoindre les clients, puis arrêter de donner de l'argent, puis de sacrifier du précieux cash flow dans ton premier 12 mois ou dans ton démarrage d'entreprise. Ouais, parce que ça, tu dois le conserver. On revient à l'essentiel, là. Le but, c'est d'avoir une entreprise qui génère de l'argent dans ta première année, que tu es capable de réinvestir après pour grossir ton entreprise. Fait que si tu n'es pas capable d'aller chercher toi-même ta clientèle, puis tu t'investis justement dans un site web, dans un logo à 3000$, dans des cartes d'affaires, un manteau, un coton ouaté, une tuque, mais ça vendra pas pour toi. Malheureusement, puis honnêtement, je me suis un petit peu ostiné avec des gens justement sur ça récemment, mais on me dit, ça prend une image de marque, ça prend un logo, faut que les gens puissent te voir sur un site web. Hey, on vendait des systèmes d'alarme au porte-à-porte, je connaissais pas la personne. 1 heure plus tard, j'étais son meilleur chum, je sortais de chez eux avec une signature. Il savait même pas c'était quoi notre nom d'entreprise, il savait même pas c'était quoi notre site web, il n'en avait aucune idée. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait acheté Nicolas Aubin. C'est exactement ça qu'il avait fait. Il avait acheté Nicolas Aubin, mais pas le site web, pas le logo, rien. Je me brandais même pas. J'aimais pas ça être brandé parce que les gens, ils voyaient que tu arrivais pour vendre quelque chose. Fait que ça, c'est une autre histoire, on était au porte-à-porte. Mais l'importance de ce que tu as l'air, alors versus ce que tu es, c'est complètement différent. Les gens misent beaucoup sur le paraître alors qu'ils devraient miser sur le savoir-être. Puis ça, en business, je crois que c'est une... comment je pourrais dire ça? C'est une fausse croyance que tout le monde met dans les airs. « Hey, c'est important que tu paraisses bien, c'est important que tu fasses ça. » Moi, je call bullshit on that.
Parce que si tu me connais réellement, si j'ai piqué ton intérêt, je me suis assis avec toi, peu importe mon site web, peu importe mon logo, peu importe qu'est-ce que j'ai, tu vas dire, tu me demanderas même pas d'aller voir mon site web, tu me demanderas même pas c'est quoi ton logo, c'est quoi tes numéros de taxes. Tu vas t'en crisser parce que tu vas me faire confiance, parce qu'on a bâti une belle relation, puis je suis là pour les bonnes raisons, pour t'aider à résoudre un problème avec mon produit ou mon service. Mais Nick, tu sais-tu d'où ça vient tout ça? Vas-y. Ça vient de l'école puis de l'université. Okay? Moi, j'ai fait un bac en management, un bac en psycho, j'étais en train de faire un MBA en gestion d'innovation. C'est ça qui enseigne au monde. Ça te prend un beau marketing, un beau site web. Ça vient de l'école. Mais moi, là, moi, j'aime ça. Là. Je m'astine avec les profs à l'école. Des profs qui ont jamais travaillé, qui ont jamais eu de business, qui ont jamais rien fait. Puis je suis comme, t'as investi combien de 100 000 avant de commencer à travailler dans ton beau plan d'affaires? Non, mais là, c'est la théorie, M. Murray. C'est comme ça que ça fonctionne. Hey! Bullshit! C'est dans la tranchée, là, quand on est à la guerre à start une business, là, c'est pas dans le flafla de créer un site web à 50 000 puis à mettre du SEO. C'est pas ça qui est important. Puis moi, là, ça me dégueule quand je vais m'asseoir dans un cours de marketing puis le prof a jamais travaillé, il a jamais eu de business. Tout ce qu'il a fait, c'est un doctorat en administration. Puis finalement, il est devenu professeur à l'université, mais il a jamais calissement travaillé une seule seconde. C'est pas ça la réalité de l'entrepreneur d'une PME au Québec aujourd'hui. Puis ça ne sera jamais. C'est important d'avoir une preuve de concept, de vendre puis de mettre du cash dans ton compte si tu veux réussir. Puis, juste mettre le point. Du SEO, c'est bon pour des business. De la pub, c'est bon pour des business. Un site web, c'est bon pour des business. Des logos, un bon logo, un lettrage de ton truck, c'est bon pour une business. Mais là, on parle de ton 0-12 mois. Là. Du moment que t'as pas une crise de scène dans tes poches. Tu pars from scratch. Tu démarres ton entreprise, puis que chaque dollar que tu gagnes est important pour avancer dans ton entreprise. Passer de l'année 1 à l'année 2, l'année 2 à l'année 3, l'année 3 à l'année 4. Tout ça, c'est important. Puis moi, je vois beaucoup de monde dire « Ah, le SEO, c'est important. Moi, dans ma business, c'est malade. » Puis je veux rien enlever, mais c'est des gens qui ont des business qui sont solopreneurs à 75 000 par année, puis qui n'ont jamais levé une business, justement, qui avait des milliers et des milliers de dollars qui se vendaient à tous les mois, puis donnent des conseils sur « Ben ça, c'est la bonne chose à faire. » Hey, OK, prouve-moi-le. Moi, je dis toujours ça. Show me the proof, man. Moi, je suis analytique dans la vie. J'aime ça avoir... Si j'achète quelque chose, parce que je vais voir que sur papier, c'est mesurable, quantifiable, puis que ça fait du sens. Puis une des raisons pour laquelle je déconseille fortement aux gens d'investir dans de la pub, de mettre un site web, de faire ça, parce que c'est pas mesurable, quantifiable, les résultats que tu peux avoir avec ça. Tu peux pas dire, hey, ma première année, là, grâce à mon site web, que j'ai eu 34 visites au courant de l'année au complet, ben j'ai fait 60 000 de ventes. T'es pas capable de le savoir si ça vient de là. 90% du temps, parce que les 34 visites, c'est ta famille et tes amis. Fait que la réalité, c'est que dans ta première année, tu dois mettre une stratégie d'acquisition de clients où est-ce que tu es capable justement de mesurer, de quantifier. Est-ce que je suis capable de le répéter? Hey, j'ai fait tant de fois cette action-là. Okay? Peu importe l'action. Là. Je veux pas mettre des mots dans la bouche, je veux pas donner des conseils par rapport à ça concrètement aujourd'hui, mais j'ai fait tant de fois cette action-là, ça m'a rapporté tant de résultats à la fin de la semaine, à la fin du mois. C'est-tu mesurable, quantifiable? Ben oui. T'as fait une action qui t'a rapporté des résultats. Fait que, si on le wrap up sur ça, là, la ressource que t'as, année 1 dans ta business, c'est du temps. C'est pas de l'argent. T'en as pas de l'argent. Fait que, utilise ta ressource principale pour développer ta business, c'est-à-dire prendre ton temps. D'aller chercher, d'aller voir des clients, de faire des erreurs justement. Ah, mon script n'est pas bon, je ne l'ai pas approché de la bonne façon. Prends du temps pour travailler sur ta business parce que si tu mets de l'argent et tu essaies de prendre des raccourcis, malheureusement, tout ce qu'on a parlé plus tôt, c'est des choses qui peuvent t'arriver. De perdre ta business, de mettre la clé dans la porte, de voire même essayer de mettre ça sur des marges de crédit et tout ça. Puis 3 ans plus tard, tu es endetté deep down. Puis là, tu fais comme hey, j'ai besoin d'aide finalement. Ah ouais, t'es un peu tard, même. Ça va être dur de te relever là. Ça va être très dur de te relever. Fait que je pense que ça résume bien l'essence. Maintenant, ce qui était très cool, c'est que on a demandé à nos étudiants cette semaine ou aux gens qui étaient dans notre communauté quelles étaient les pires erreurs ou c'est quoi la pire erreur qu'ils ont faite dans leur première année de business. Fait que je te laisse commencer, Nick, avec la première. Ben, écoute, la plus populaire qu'on a eue de toutes les réponses, ça a été page jaune. Donc, le pire investissement des gens, ça a été page jaune. On n'a pas eu, on a eu, je pense, une trentaine de réponses. Page jaune, on a eu 4-5 fois. Fait que quand même, page jaune, très
très connu au Québec, page jaune. Vous savez c'est quoi? Ça vous permet d'avoir de la publicité sur les nouvelles pages jaunes qui sont en ligne maintenant et non juste dans le bottin. Mais malheureusement, ça n'a pas donné grand résultat pour personne. Je rentrerai pas dans le micro de c'est quoi les pages jaunes, puis comment ça marche, puis etc. Je pense que vous le savez déjà. Overall, tu sais, je continue un peu dans cette ligne-là. Les pires investissements dans la première année, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont parlé des dépenses reliées justement au marketing, comme j'ai mentionné, que ce soit des ads, que ce soit des listes de leads qu'ils ont acheté. Je vois même des commandites en échange de pub. Tu sais, là, tu es comme, hey, je commandite ton événement, je te donne 500$, tu vas mettre une belle bannière, là, pendant que le monde sont en train de faire un cross-country, là, puis qu'ils regardent tout sauf ta bannière, finalement. Fait que c'est ce genre de pub-là. C'est vrai, puis j'ai quelqu'un que j'ai... pour qui on vendait de la publicité dans Lead Flow. Il dit, moi, je mets ça dans les arénas de la pub. Je suis comme, fine, tu sais-tu comment ça t'a rapporté, mettons, l'année passée? Non. OK. Ben, mets ça en pub à la place. Mets ça dans quelque chose qui est mesurable, quantifiable, au lieu de mettre ton argent dans une pancarte d'aréna que t'as aucune d'idée de comment ça t'a rapporté. Fait que moi, j'aborde beaucoup dans ce sens. Puis il y a l'autre point, là, je veux que tu le dises, c'est le plus important, là. Ben, en tout cas, moi, celui qui m'a le plus marqué aussi, c'est les fameux échanges de services ou les partenariats. OK? On va faire un partenariat, puis là, on voit ça des nouveaux entrepreneurs. Chris, leur horaire est loadé de faire des partenariats. Mais le cross-marketing, c'est à peu près une des affaires que personne marche, que ça marche pratiquement jamais parce que les gens sont selfish, ils pensent à leur nombril, puis à leurs intérêts en premier. Puis quand tu es en mode survie dans ton entreprise, guess what? Tu penses pas à ton partenaire qui lui aussi il dépasse sa compagnie. Toi, tu veux réussir. Fait que moi, ce que j'ai vu, c'est arrêter de faire un échange de services, d'aller prendre du temps pour aller produire une job contre 0$. Vous n'êtes pas en train de vous former en vente, vous n'êtes pas en train de développer un réseau de crédibilité. OK, peut-être au début, là, développer un portfolio, mettons, vous voulez démontrer, vous allez avoir un témoignage ou deux, correct. C'est une preuve de concept, by the way, c'est une bonne idée. Mais à l'inverse, fais pas ça, genre, pendant, je sais pas, moi, 25-30 séquences de production, de faire des productions en échange de services qui vont absolument t'apporter aucune trésorerie dans ton entreprise. Ça, c'est plusieurs membres qui ont... Ben, moi, je veux bounce back sur ça. Moi, tu le sais, Estimon. Qu'est-ce que je voulais toujours faire quand on a commencé à travailler ensemble dans Résidentiel? J'essayais toujours de faire des partenariats. Je te disais, ah, telle personne, il va me référer des leads. Ah oui, j'ai parlé à lui, il va me référer des leads. J'ai eu un référencement qui a fonctionné, genre une personne à travers, je pense, 40, c'est des courtiers en assurance de dommages que j'allais voir pour les systèmes d'alarme dans le temps. Puis il y en a juste un qui me donnait des leads constamment, genre une fois de temps en temps, puis qui était commit à le faire parce qu'on se connaissait puis on avait déjà une relation avant de faire ça. Mais toutes les autres à qui j'ai serré des mains puis m'ont dit, oh oui, je vais t'envoyer des leads. Pff, never happen. Never happen. Fait que pour moi, ce genre de création de partenariat-là, tu l'as bien mentionné, les gens sont selfish, ils pensent à eux bien avant de penser à toi, puis ils ne penseront pas à toi avant de se coucher le soir en disant, ah ben oui, il faut que j'envoie ça à Nicolas, c'est super important, demain je vais faire ça. Ah non, Chris, ça va vite sa vie, là, il n'y a pas le temps de penser à moi. Il parle à ses enjeux en premier. Là. Il pense à ses enjeux en premier. Puis c'est correct. Ouais. Tu veux demander, puis c'est un peu ce qu'on vous enseigne. Ayez du focus. Concentrez-vous sur vos opérations, sur vos ventes. C'est ça qui va vous sauver la vie. Fait que, tu sais, ultimement aussi, là, ce qu'on a vu qui est un peu moins revenu, mais se payer avant DES, TPS, ça, c'était pas pire. Fait que t'arrives à la fin de l'année, puis 5 grammes la facture rentre. Ça m'arrive à toutes les semaines que je rencontre quelqu'un qui me dit, ouais, pas payé, j'avais pas pensé mettre des impôts l'année passée de côté. OK, basic factor, là, tu sais, mets 30-40% d'un petit compte à part, là, c'est sûr, sinon tu vas te faire ramasser, tu sais. Puis ça fait mourir beaucoup de travailleurs autonomes puis d'entrepreneurs. Parle à ta comptable, là, va lui demander c'est quoi le bon chiffre à mettre de côté, crée-toi un autre compte puis fais ça ASAP, parce que oui, à la fin de l'année, moi je l'ai fait une fois. Je l'ai fait ma première année franchisée, hey, je dépensais, pas de trouble, la vie est belle, à la fin de l'année, j'étais comme, holy shit! Genre 40 000 à faire. Je te dirais que mes ventes des 2 mois d'après ont été pas mal pour rembourser ça. T'sais. Mais bon, que veux-tu, c'est part of the game. Des autres points qu'on a eu, PL, écoute, je trouve cela il est bon parce que c'est quelque chose qu'on a déjà fait aussi dans le passé. Embaucher des téléphonistes pour faire tous les appels à notre place. Puis là, on parle de cold call. On parle de faire de la prospection. Moi, je me souviens, on avait démarré une nouvelle branche de B2B avec des téléphonistes. Puis on l'avait jamais essayé nous-mêmes. Puis Chris, que
avait pas bien marché. Ça a marché pendant une semaine, puis après ça, j'ai fait, ouais, je pense que je vais prendre le téléphone, puis je vais aller le faire moi-même. Chris, quand j'ai décroché le téléphone, je bookais 3 sur 5 en appel. Fait que, une année, il faut prendre le taureau par les cornes, il faut apprendre à le faire par soi-même avant de le déléguer. Ah, et puis ça ramène une erreur, genre de déléguer les ventes à quelqu'un d'autre quand tu connais pas ton processus, quand tu sais pas si ça marche ou pas, si t'as pas de preuve de concept, le vendeur va constamment te dire que ça marche pas ton projet parce que tu l'as pas structuré, puis ça va être de ta faute si ça chie. T'sais, quand je rencontre quelqu'un comme non, moi, c'est pas fait pour moi la vente, je suis comme sorry, t'es un entrepreneur, t'as pas le choix de vendre. Tu vas vendre au financement, tu vas vendre ta personne, tu vas vendre à tes employés de travailler pour toi, tu dois avoir du leadership, puis tout ça, c'est de la vente. Fait que tu peux pas t'en sauver, là. Non, pis, ça, honnêtement, c'est bon que t'abordes ça, parce que j'y avais même pas pensé, mais c'est une des pires erreurs que les gens ils font de déléguer leur vente au début. Puis on le voit là beaucoup en ligne, là. Des closers, j'ai un closer à te passer, lui il est closer, il va venir... Hey, OK, la personne est pas toi, elle a pas tes compétences, tes connaissances au niveau de ta business, de ta clientèle, puis elle vend pour sa poche, toi tu vends pour aider du monde dans ta business. Fait que t'as bien beau engager le meilleur closer de la Terre, ce qui va arriver, c'est que tu vas avoir des pertes au niveau de tes revenus à partir de ce moment-là. Fait que t'es bien mieux de te former toi que d'aller former un des vendeurs ou d'aller chercher quelqu'un justement qui va être là pour closer tes deals. Quand t'as une business qui roule, que ton proof of concept il marche, puis que t'as une structure, go for it. Mais année 1, de tout vouloir déléguer ça, that makes no sense. Tu risques beaucoup plus de te péter à la gueule que d'avoir du succès avec ça. Parce que tu vas avaler ce qu'il va te dire, puis tu vas croire ce qu'il va te dire, puis tu vas penser que ça a du sens. T'sais. Fait que bref, fait que ça fait quand même un bon tour d'horizon sur c'est quoi les erreurs, les bons coups, c'est quoi les enjeux qu'il faut pas faire, puis c'est quoi les best practices à mettre en place pour pas se planter dans la première année en business. Merci d'avoir été avec nous pendant cet épisode-là. J'espère que ton démarrage d'entreprise va mieux se porter grâce aux conseils qu'on aura pu t'apporter à travers le podcast. Si tu as aimé ce qu'on fait, n'hésite pas à venir nous suivre sur les différents médias sociaux, TikTok, YouTube, Facebook, le groupe Facebook HEH Academy, les top closers. Tu peux aussi partager ce qu'on fait sur les différents médias sociaux si tu crois que ça peut aider d'autres gens dans ton entourage. Donc encore une fois, je te remercie. On se revoit dans un prochain épisode.